Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire des 3 photos les plus mythiques de l'histoire de la photographie. Wait for Me Daddy, ou en français Attends-moi papa, est une photo emblématique qui a été prise par le photographe Claude P. Detloff. La photo a été prise le 1er octobre 1940 alors que la British Columbia Regiment marche sur la 8e rue à l'intersection de la rue Columbia qui se situe à New Westminster au Canada. Sur la photo on peut voir qu'il y a un enfant et cet enfant s'appelle Warren Whitney Bernard. Il a à ce moment-là 5 ans et il est accompagné de ses 2 parents. Donc il y a sa mère Bernice Bernard et son père Jack Bernard. On peut également voir que la famille est sur le point d'être séparée par la guerre. Warren était à ce moment-là en première année de l'école élémentaire General Wolfe qui est située à proximité. Et son père est enrôlé par la British Columbia Regiment. Depuis la déclaration de la guerre en 1939, les hommes qui font partie de la Britannique Columbie font des tâches qui sont assez monotones, assez ennuyeuses. Après plusieurs mois d'attente, le régiment a une nouvelle. Cette nouvelle, c'est qu'ils vont devoir aller à une destination qui est totalement secrète en Outre-mer. Alors que les troupes marchaient en direction d'un train qui justement va les emmener à leur destination, le photographe Claude P. Detloff, lui, il s'est positionné afin de pouvoir prendre en photo toute cette lignée d'hommes qui justement étaient en train de marcher. À ce moment-là, Claude P. Detloff, lui, il travaille pour le magazine The Province. L'accent, on n'en parle pas. Il va prendre cette photo et au moment où il va déclencher la photo, le petit garçon, donc Warren, va quitter sa mère pour justement aller vers son père. La photo devient donc très vite inoubliable, notamment par sa composition qui était totalement imprévue. C'est donc un moment captivant qui a été figé pour toujours. La photo de Detloff a été reprise partout dans le monde et elle est même apparue dans le magazine Life. Elle a également été accrochée dans toutes les écoles de la Colombie-Britannique pendant cette guerre. Plus tard, on saura que leur destination secrète était Nanaimo qui se trouvait à 3 heures de là où a été prise la photo. Et donc le régiment a passé du temps sur la côte pour justement se défendre contre les attaques allemandes puis japonaises. La dernière bataille à laquelle il participe se déroule le 17 avril 1945 lorsqu'il traverse le canal Custine. Un mois plus tard, le jour de la victoire en Europe est déclaré le 5 mai 1945. Tout au long de la guerre, le régiment comptait 122 officiers et hommes tués, puis 213 blessés. Le père de l'enfant qui se trouve sur la photo, donc le père de Warren, lui a survécu à cette guerre, puis en octobre 1945, il rentre chez lui. Malheureusement, les parents de Warren ont divorcé après cette guerre. Warren a donc déménagé et grandi à Tofino qui se trouve à Vancouver au Canada. Il va d'ailleurs rencontrer puis épouser sa femme en 1964. Son épouse qui s'appelle Ruby va même se souvenir que avant même de le rencontrer, elle l'avait déjà vu plusieurs fois, notamment avec les affiches dans les écoles que je vous parlais précédemment. Plus tard, Warren dirige une petite marina, donc il me semble que c'est comme un port, mais je peux me tromper. Et en fait, il vendait du matériel mais également de l'essence avant de se diriger vers la politique locale. Il sera élu échevin puis major pendant quelques années avant de devenir conseiller. Puis une fois en retraite, ça sera son fils Stephen Bernard qui dirigera la marina familiale. En 2014, la ville de New Westminster a commandé une statue en bronze qui représente la Seine. Elle sera donc placée en bas de la 8e rue à Yonge Square. La ville a dévoilé la statue le 4 octobre 2014 et d'ailleurs lors du même événement, la monnaie royale canadienne va annoncer qu'en fait il y aura 3 pièces de monnaie qui vont sortir à l'effigie de la photo. Post Canada a également émis un timbre représentant la photo emblématique.
La photo fait partie d'une série de photos qui montre Diana Bryant, qui est âgée de 19 ans à ce moment-là, ainsi que sa filleule Tiara Jones, qui est âgée de 2 ans à ce moment-là, tombant d'un escalier de secours d'un immeuble en feu sur Marlborough Street à Boston le 22 juillet 1975. L'escalier du 5e étage s'est effondré alors qu'une échelle tournante sur un camion de pompiers était déployée pour justement aller rechercher toutes les personnes qui essayaient de fuir l'incendie. Toutes ces personnes-là étaient à une hauteur de 15 mètres. Le pompier Robert O'Neill a demandé à Diana Bryant de soulever Jones afin de la mettre sur le toit pour que le pompier puisse prendre l'enfant, sauf que Diana Bryant n'y arrivait pas. Robert O'Neill a donc sauté avant même que l'échelle ne les atteigne afin de pouvoir les aider au plus vite. Et donc en raison de la chaleur de l'incendie, Bryant et Jones étaient penchés au point le plus éloigné du bâtiment. Quand l'escalier de secours s'est effondré, Bryant a reçu plusieurs blessures, notamment à la tête mais également au corps, et d'ailleurs elle décédera quelques heures plus tard. Concernant l'enfant, Jones a survécu car avec la chute, il est tombé sur le corps de Diana Bryant, ce qui a donc amorti sa chute. Le photographe Stanley Forman a décrit l'accident. C'était le 22 juillet 1975. J'étais sur le point de quitter les bureaux de Boston Herald pour la journée. Un appel est arrivé concernant un incendie dans l'une des plus anciennes sections de maisons en rangée victorienne de la ville. Je me suis précipité vers la maison et j'ai suivi l'un des moteurs jusqu'au feu. J'ai couru vers l'arrière du bâtiment parce qu'en chemin, il n'arrêtait pas de crier pour un camion échelle parce qu'il y avait des gens coincés dans le bâtiment par l'escalier de secours. J'ai couru vers l'arrière du bâtiment et quand j'ai levé les yeux, il y avait une femme et un enfant sur l'escalier de secours et ils étaient essentiellement penchés à l'endroit le plus éloigné du bâtiment à cause de la chaleur de l'incendie derrière eux. Entre-temps, un pompier du nom de Bob O'Neill était monté sur le toit de la façade du bâtiment et avait aperçu les 2 hommes sur l'escalier de secours. Il s'est descendu sur l'escalier de secours pour les secourir. J'ai pris une position où je pouvais photographier ce que je pensais être un sauvetage de routine imminent. L'échelle est montée pour les ramasser. Ils étaient à environ 15 mètres de hauteur. Monsieur O'Neill venait de dire à Diana Bryant qu'il allait monter sur l'échelle et lui avait demandé de lui remettre le bébé. Monsieur O'Neill tendait la main vers l'échelle lorsque soudain l'escalier de secours a cédé. Je prenais des photos alors qu'elle tombait, puis je me suis détourné. J'ai compris ce qui se passait et je ne voulais pas les voir toucher le sol. Je me souviens encore de m'être retourné et d'avoir tremblé. Il s'est avéré que je ne les aurais pas vus heurter le sol lorsqu'ils sont tombés derrière une clôture à l'endroit où se trouvaient les poubelles. Quand je me suis retourné, je ne les ai pas vus mais j'ai vu le pompier toujours accroché à l'échelle avec un bras, comme un singe, avec tout son équipement. Il s'est hissé vers l'escalier de secours pour se mettre en sécurité. On dit que la femme a amorti la chute de l'enfant. La femme est décédée plus tard dans la nuit. La photographie de Stanley Forman va remporter le prix Pulitzer en 1976 pour la photographie d'actualité ponctuelle et il va même d'ailleurs remporter le prix du World Press Photo de l'année. Il a été publié pour la toute première fois dans le journal Boston Herald, puis ensuite dans plusieurs journaux dans le monde entier. Qui dit apparaître avec une telle photo dans des journaux du monde entier dit aussi susciter la haine des lecteurs. En fait, les médias ont été accusés d'avoir envahi la vie privée de Diana Bryant et d'avoir cédé au sensationnalisme. La photo de Stanley Forman a même incité les autorités de Boston à réécrire ces lois sur justement la sécurité des issues de secours. Pour finir, les groupes de sécurité incendie de tout le pays ont continué à utiliser la photo de Stanley Forman afin de promouvoir des efforts similaires dans toutes les autres villes. L'apparition de bombardiers allemands dans le ciel londonien a introduit une nouvelle arme de terreur et de destruction dans l'arsenal de la guerre du XXe siècle. Ce bombardement direct concentré de centres civils mais également de cibles industrielles commence le 7 septembre 1940 par de lourds raids sur Londres. C'est donc à ce moment-là le début du Blitz. Il y a une période de bombardement de jour comme de nuit sur Londres, mais également dans d'autres villes de Grande-Bretagne. Pendant les 57 jours, Londres va être bombardée de jour comme de nuit. Et d'ailleurs, les incendies vont ravager de nombreuses parties de la ville. Le but de ce Blitz était donc de démoraliser la population, mais également de forcer les Britanniques à accepter. Le Blitz prend fin le 11 mai 1941, lorsque Hitler annule les raids,
afin de déplacer les bombardiers vers l'est en vue de l'invasion de la Russie par l'Allemagne. La photographie de Fred Morley a été prise le 9 octobre après un raid aérien allemand. Les photographes qui se trouvaient en poste à Londres à ce moment-là ont tous été stupéfaits par toute l'ampleur, par la destruction de la ville. Et donc, ils prenaient des photos, sauf que leurs photos étaient censurées et donc ils ne pouvaient pas montrer ce qui se passait à ce moment-là. Alors leurs photos ont été bloquées car les censeurs ont été soucieux justement par le fait que peut-être les gens auraient été encore plus paniqués, et c'était également pour ne pas faire savoir aux Allemands où est-ce que leur bombe avait touché. Le photographe Fred Morley a pris une photo d'un laitier qui continue son travail parmi tout ce qui est en train de se passer, parmi tous les décombres. La chose qui est sûre, c'est que la photographie de Morley n'est finalement pas vraie. En fait, c'est une mise en scène. Morley a trouvé un lieu parmi ce qui se passait durant cette période-là dans la ville. Donc, ce qui n'est pas faux, c'est vraiment le décor. Le décor est totalement vrai. Mais je veux dire, la personne qui est sur la photo, où on pourrait croire qu'il travaille, ce n'était pas une vraie personne qui travaillait. Ça a été mis en scène. Morley a été trouver un endroit spécifique où il y avait des pompiers qui étaient en arrière-plan, et puis il a demandé à un assistant de venir poser sur la photo, et il a emprunté également une tenue à un laitier. Et donc une fois tous ces éléments à ses côtés, il a donc demandé à son assistant de poser parmi les ruines, alors que derrière on peut voir qu'il y a des pompiers qui sont en train de se battre avec comme une sorte de feu d'un incendie. Et donc en faisant cette mise en scène, l'idée de Morley était vraiment de montrer ce qui se passait à ce moment-là dans le pays, vu que les photos normales entre guillemets de toutes les ruines, de tout ce qui se passait, ont forcément été bloquées, elles ont été interdites, et donc Morley a essayé de contourner la chose afin que cette photo, que sa photo soit enfin acceptée. Sa photo illustre également le slogan Keep calm and carry on, qui veut dire en français gardez votre calme et continuez. La photo a fait avancer l'idée des Britanniques stoïques poursuivant leur vie normale. Les censeurs de leur côté, donc les personnes qui bloquaient les photos, ont ressenti la même chose à travers la photo. En fait, ils ont ressenti le slogan comme je vous disais tout à l'heure, et donc sa photo a été publiée dès le lendemain. Le gouvernement a également insisté sur le fait qu'en fait le peuple devait vivre leur vie normalement et continuer à faire comme si de ne rien n'était. Le gouvernement britannique a censuré les images de bombardement en particulier, puisque les Britanniques utilisaient activement des contre-mesures pour justement perturber les vaisseaux de navigation allemands, ce qui a donc amené les avions de la Luftwaffe à bombarder les petites campagnes que plutôt les villes pendant plusieurs mois. En plus de ça, la publication des résultats des bombardements allemands dans les journaux alerterait les Allemands sur l'efficacité des contre-mesures. À la fin du Blitz, il y a environ 30 000 Londoniens qui seraient morts et 50 000 autres blessés. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, ça me ferait super plaisir. N'hésitez pas à mettre un petit like à la vidéo pour me soutenir et puis à me suivre sur mon compte Instagram, ça me fait toujours plaisir. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, prenez soin de vous.